Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la radio Diaspora FM, bonjour. C'est heureux de pouvoir vous retrouver aussi nombreux au grand rendez-vous de l'école à la promotion des valeurs citoyennes dans notre pays. Quel sentiment vous anime en tant que citoyen quand on parle de votre nation? C'est autour de cette problématique que nous essayerons de débattre d'un instant à l'autre avec Madame Caroline Ayédon, membre de la société civile, et Monsieur Damien Honfo, consultant en développement local. Ils sont tous deux là pour partager leur expérience avec nous. La chronique du citoyen de ce jour nous est présentée par Mariano Gagny-Arrossou. Il nous aide à pouvoir approfondir davantage nos réflexions autour des valeurs en dérive au cœur de notre société. Citoyenneté en crise, valeurs en dérive. Imaginez une maison vaste, construite par nos ancêtres, héritiers de générations entières. Une maison aux murs solides, aux fondations profondes, aux portes toujours ouvertes. Cette maison, c'est la société, notre maison commune. Mais aujourd'hui, les fissures se multiplient, les murs craquent, les toits s'inclinent et l'air s'y fait lourd. Dans chaque pièce, un désordre inquiétant. Ici, un viol qui étouffe la dignité. Là, un harcèlement qui ronge le respect. Ailleurs, la cybercriminalité qui pèse les cloisons de la confiance. Et plus loin, le vol qui dérobe jusqu'à la solidarité. La maison commune se fragilise, non pas à cause des tempêtes extérieures, mais à cause de ceux qui l'habitent et oublient qu'ils en sont aussi les gardiens. Car une maison pour tenir a besoin de règles, d'entretien, de discipline, de valeurs. Jadis, ces valeurs étaient nos poutres et nos piliers. Respect, intégrité, solidarité, pudeur, responsabilité. Mais l'une après l'autre, elles se sont fissurées. Le respect s'effrite sous les insultes quotidiennes. L'intégrité se tord sous le poids de la fraude. La solidarité, ciment de nos relations, se dissout dans l'individualisme. Et la pudeur, voile sacré de nos cultures, s'est envolé dans l'exhibition sans frein. La maison s'effondre, pas à cause des matériaux, mais à cause des habitants qui refusent d'entretenir leur demeure. Alors, chers citoyens, posons-nous la question. Voulons-nous habiter une maison en ruine, où chacun vit pour soi, dans la poussière et les fissures? Ou voulons-nous restaurer cette demeure pierre après pierre, pour qu'elle reste solide et accueillante pour nos enfants? Restaurer, cela signifie réapprendre la citoyenneté, la vraie, celle qui ne se résume pas à un papier d'identité, mais qui s'exprime dans les actes du quotidien. Être citoyen, c'est respecter la chambre de l'autre, même quand on ne partage pas ses choix. C'est protéger les plus faibles, car une maison n'a de valeur que si elle abrite tout le monde. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la maison commune est en crise. Oui, une vraie crise, mais elle n'est pas irrémédiablement perdue. À condition que chacun accepte de reprendre son rôle d'habitant responsable. Le citoyen n'est pas un locataire indifférent, il est copropriétaire. Et une maison, on la préserve ou on la paie ensemble. Alors relevons les manches, rebâtissons les murs du respect. Renforçons les poutres de l'intégrité, reposons les tuiles de la solidarité et rallumons la flamme de la responsabilité. Parce que si nous laissons cette maison tomber, ce ne sont pas seulement des pierres qui s'écroulent, non, c'est notre identité, notre avenir, notre humanité. La maison commune, c'est la société et elle est à nous, elle est nous. Protégeons-la ou nous serons nous-mêmes engloutis sous ses ruines. Et pour paraphraser un sage africain, une société s'écroule quand ses valeurs s'effondrent.
Je vous remercie. Notre identité, il est important pour chaque citoyen que nous sommes de pouvoir maintenir la flamme de la responsabilité allumée. Une nation en paix, telle est l'aspiration profonde que tout bon citoyen doit pouvoir nourrir au cœur de la société. Et c'est bien sûr cette démarche qui le contraint à pouvoir respecter les lois, en l'occurrence celles électorales. Nous allons donc, à travers cette leçon de civisme, découvrir davantage ce qu'il nous revient comme devoir. Leçon de civisme. Le respect des lois électorales, pilier de la démocratie. La démocratie représentative repose sur un pacte sacré entre la nation et ses citoyens, dont l'acte fondateur est l'élection. Le respect scrupuleux des lois électorales par chaque citoyen constitue ainsi la pierre angulaire de la légitimité du pouvoir et de la vitalité de notre contrat social. Se rendre aux urnes n'est pas un simple droit. C'est un devoir civique primordial. Cependant, l'exercice de ce droit s'accompagne d'une exigence de probité. Le citoyen actif ne se contente pas de voter. Il le fait en se conformant strictement au cadre légal. Cela implique de s'être préalablement et correctement inscrit sur les listes électorales, de se présenter muni d'une pièce d'identité valide et de voter sans chercher à altérer la sincérité du scrutin. La fraude, qu'elle soit individuelle ou collective, est une trahison envers la communauté nationale. Le code électoral, souvent perçu comme une technicité aride, est en réalité le gardien de l'égalité et de la liberté de choix. En respectant ces dispositions, concernant par exemple le secret du vote, la prohibition de la propagande dans le bureau de vote ou l'interdiction de voter sous une fausse identité, le citoyen contribue directement à l'intégrité du résultat. Il participe ainsi à l'acceptation sereine du verdict des urnes, condition essentielle de la stabilité institutionnelle, de la paix civile. Un scrutin incontesté renforce la légitimité des gouvernants et la confiance dans les institutions. Le respect des lois électorales incarne la citoyenneté en acte. C'est une marque de maturité politique et de responsabilité envers la collectivité. Chaque vote déposé dans le strict respect des règles est un acte de foi dans l'état de droit et une contribution décisive à la pérennité de notre démocratie. Patriotisme et fierté nationale, c'est la thématique autour de laquelle nous allons pouvoir nous entretenir aujourd'hui. Et pour la circonstance, je reçois pour vous dans ce studio M. Damien Honfort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en développement local. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. À votre suite, nous avons sur ce plateau Madame Caroline Ayedon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre de la société civile. Vous avez également accepté de partager ces moments sur ce plateau. Et je voudrais commencer par Monsieur Damien Honfort. Quand on évoque cette thématique, patriotisme et fierté nationale, surtout en ces périodes où nous travaillons davantage à avoir des élections pacifiques dans notre pays. Quel est le premier sentiment qui vous anime? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsqu'on évoque en cette période sensible de l'histoire de notre pays, le thème du patriotisme et fierté nationale, le premier sentiment qui m'anime, c'est d'abord déjà le thème que vous avez, la reformulation que vous avez faite à votre thème, fierté nationale. Je me sens fier d'appartenir à une nation, le Bénin, la rue du Bénin, comme un citoyen à part entière.
Donc c'est un sentiment de fierté, puisque nous n'avons pas deux nations aujourd'hui. Madame Aïdon, la même question. Quel est le sentiment qui vous anime tout de suite quand on évoque cette thématique, patriotisme et fierté nationale? Merci, monsieur le journaliste. Donc, à la suite de monsieur Ronfort, je dirais aussi que c'est un sentiment de fierté. Quand on regarde un peu en arrière l'histoire de notre pays, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les élections sont là, le regard que l'Afrique a sur le Bénin, quand on regarde notre histoire, c'est un sentiment de fierté. Et ce sentiment de fierté m'amène à mon niveau déjà de faire ce que je dois faire pour que sur le plan national, même international, qu'on puisse avoir toujours ce même regard sur le Bénin. Patriotisme, fierté nationale en période électorale, M. Ronfort l'a dit tout à l'heure, c'est une période assez sensible. Oui. Est-ce que nous arrivons en tant que citoyens à mesurer effectivement ce que représente pour nous la patrie? Merci, monsieur le journaliste. Oui, nous mesurons, chacun mesure à sa manière, mais nous devons, si nous savons que nous avons une seule patrie à laquelle nous appartenons tous, chacun à son niveau devait travailler pour que cette patrie puisse demeurer. Parce que quand on parle du patriotisme, en effet, c'est un amour, un attachement qu'on a pour sa nation. Un attachement. Mais si j'aime ma nation, je dois savoir me comporter pour que cette nation puisse demeurer. Donc chacun déjà à son niveau doit commencer par poser des petits pas au fait. Faire ce qu'il doit faire pour que cette nation puisse demeurer. Et parce que quand on parle de patriotisme, ce n'est pas en effet l'hymne national, comme on le chante, ce n'est pas les couleurs seulement, mais c'est l'acte que chacun de nous pose au quotidien. Donc en cette période sensible, je crois que déjà chacun à son niveau doit commencer par jouer son rôle pour que cette nation puisse demeurer. Quels sont les différents actes, par exemple, qu'on pourrait être amené à pouvoir poser? Ok. Je pense que chacun doit d'abord commencer par travailler pour la paix. Je pense commencer par sensibiliser autour de soi. Là, comment chacun doit se comporter pour que la paix puisse demeurer, surtout en cette période électorale. Nous devons faire comprendre, chacun à son niveau, que je sois, je ne sais pas, enseignant, comment je traite mes apprenants à l'école, quel message je leur fais passer pour que la paix puisse demeurer. Si je suis une commerçante dans mon lieu de vente, comment je me comporte, quels sont les messages que je fais passer. Donc ça commence déjà par la sensibilisation et aussi par des actes pacifiques que je dois commencer par poser autour de moi pour que cette paix puisse être une réalité. Monsieur Damien Ronfort, vous êtes consultant en développement local, donc vous avez la chance de parcourir les collectivités territoriales, on peut se permettre de le dire, mais est-ce que vous avez le sentiment que la question du patriotisme ou la notion de fierté nationale se vit effectivement au cœur de nos différentes régions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ne voulant pas verser dans un jugement qui n'aura pas trop son sens, je puis dire que le Béninois fait l'effort d'un attachement sans détour à sa patrie, même si nous notons quelques dérives au niveau de notre jeunesse aujourd'hui. Nous n'allons pas dire que le Béninois aujourd'hui ne voue pas un attachement certain quand même à sa patrie. Quand l'on parcourt les collectivités territoriales, comme vous venez de le dire, nous sentons quand même que femmes comme hommes
et nous faisons l'effort quand même d'un attachement certain à notre patrie commune. Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que les jeunes peuvent effectivement vivre cette notion de fierté nationale, développer cette notion de patriotisme, si peut-être les aînés n'arrivent pas effectivement à leur donner les notions élémentaires? Oui, c'est vrai que la jeunesse, autrement l'ancienne, la nouvelle corde ne peut se tisser qu'à l'ancienne corde, comme on le dit. Les jeunes ne peuvent s'inspirer, ne peuvent qu'inspirer des comportements, des modèles des aînés, comme vous le dites. Et les jeunes aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de repères. Je ne vais pas le dire comme ça. Mais retenons quand même que les mutations sociales et la modernisation que nous vivons aujourd'hui, et toutes ces réalités font que notre jeunesse peine un peu à bien, disons, s'orienter et vouer un vrai attachement à la patrie aujourd'hui. Il y a des dérives certaines. Ça, nous n'allons pas, vous n'allez pas me dire le contraire. Nous n'allons pas dire le contraire sur ce plateau. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, je m'excuse, nos jeunes d'aujourd'hui ne se comportent plus trop comme les années d'hier. Et disons que la société, les dirigeants peinent un peu à les ramener à la raison, à l'ordre, par le respect des textes et lois de la République. Ce à quoi les jeunes ne sont pas trop habitués aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux qui perturbent apparemment l'équilibre psycho-affectif de nos enfants. Madame Ayedon, vous êtes mère de famille. Quand vous entendez ce jugement porté sur la jeunesse de votre pays, quelle est la réaction que vous avez? Est-ce à dire que les femmes qui doivent éduquer les enfants ont démissionné? Merci, monsieur le journaliste. Est-ce que nous allons dire que les femmes ont démissionné? Les femmes font de leur mieux. Mais comme M. Ronfort l'a dit tout à l'heure, vous savez, nous sommes à l'ère de la mondialisation où tout est sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes ne s'inspirent plus des réalités de nos pays. Les jeunes ne regardent plus l'histoire. Et je dirais même que nous avons, en tant qu'aînés ou bien en tant que parents, nous avons une part de responsabilité, une grande part d'ailleurs. Parce que l'histoire n'est plus racontée aux jeunes, au fait. L'histoire de notre pays n'est plus racontée aux jeunes. Et les jeunes n'ont pas de repères. Moi, je dirais que les jeunes n'ont plus de repères. Parce qu'au niveau des aînés, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est l'individualisme. Tout pour moi, rien pour les autres. Or, le patriotisme, quand je suis patriote, c'est que je laisse l'intérêt de la nation passer au-dessus de mes intérêts. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Au niveau des aînés, c'est ce que les jeunes voient. Et les jeunes ne font que copier les aînés. Donc, je ne dirais pas qu'au niveau de l'éducation, il y a de problèmes. Bon, certes, on doit faire encore plus d'efforts. Mais le vrai problème, c'est au niveau, les jeunes n'ont plus de repères au fait. Monsieur Ronfort, éduqué par l'exemple, apparemment c'est ce que nous recommande Madame Ayedon Caroline. Oui. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Oui, je partage entièrement ce sentiment parce que, comme on le dit, un dicton de chez nous, l'enfant n'imite que ce qu'il voit faire ses parents. Vous voyez un peu, on dit souvent chez nous que c'est le cul-dent que l'enfant voit dans la bouche de son père ou de sa mère que lui-même il veut manger.
Donc, l'éducation, par l'imitation, par, je vais dire, la tendance à copier ce qu'on voit ses aînés faire, c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut travailler à changer un peu cette manière de voir les choses au cœur de notre société? Est-ce qu'il y a une possibilité pour l'État aujourd'hui de tout remettre à plat? On ne va pas demander de tout remettre à plat aujourd'hui, mais reconnaissons que la tâche, la mission de l'éducation permanente de notre communauté incombe aussi bien à l'État et aux enseignants, comme l'a signifié Mme Aïdon tantôt, aux organisations de la société civile, à la presse, aux médias que vous représentez, pourquoi pas, et pour que dans une ambiance croisée, dans une synergie d'action, merci, dans une synergie d'action, l'on puisse arriver à reformater le mental de notre jeunesse aujourd'hui qui est vraiment emporté par le flot des réseaux sociaux et d'une modernisation déroutée qui ne nous garantit pas une bonne destination. Vous pensez un instant donc que l'avènement de l'Internet constitue, je vais dire, une période assez faible que traversent les pays africains, en l'occurrence le nôtre? Bien sûr, parce que nous n'étions pas véritablement préparés à affronter cette ouverture vague sur l'univers. Parce que nous ne maîtrisons pas d'abord, la jeunesse ne maîtrise pas d'abord correctement la culture de son terroir, de sa patrie. Et brutalement, elle se voit ouverte sur d'autres cultures que nous ne pouvons même pas interpréter, nous ne pouvons même pas expliquer, que nous ne comprenons même pas. Et donc aujourd'hui, tous les enfants n'ont que pour modèle des exemples que vous et moi ne pouvons même pas comprendre et expliquer. Et je ne voudrais pas rentrer dans certains exemples que vous connaissez, monsieur le journaliste, où aujourd'hui nos enfants, nos garçons veulent imiter c'est-à-dire des modèles occidentaux où le garçon veut se transformer en fille, où la fille veut se transformer en garçon, et bien de choses que vous connaissez mieux que moi. Quel est l'impact sur le patriotisme? Oui, le patriotisme en reçoit également un petit coup. Le patriotisme en reçoit un petit coup parce que l'amour que vous devez vouer à votre patrie doit prendre sa source dans les valeurs culturelles, les valeurs ancestrales, les vrais modèles de votre patrie. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce qui se passe à l'international, du coup, à des moments donnés, le jeune s'arrête, le jeune garçon, la jeune fille s'arrête pour se dire, est-ce que j'appartiens à vraiment un pays dont il doit être fier? Là, vous n'allez pas me dire le contraire. Lorsque tous nos enfants aujourd'hui ne regardent que vers une destination lointaine qu'ils ne maîtrisent même pas, où l'immigration clandestine est en vogue, où c'est-à-dire la fièvre d'aller dans d'autres pays, souffrir dans d'autres pays, même s'il faut s'humilier, même s'il faut faire ce qu'on ne doit pas faire, au lieu de le faire chez soi, vous ne voyez pas aujourd'hui que vraiment il y a un problème que nous-mêmes nous n'arrivons pas à bien cerner de nos jours. Madame Aïdon, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait éventuellement travailler pour permettre à cette jeunesse de redéfinir ses priorités et de vivre davantage la notion du patriotisme et pourquoi pas même à la longue de développer la fierté nationale au quotidien? Avant de venir à votre question, oui. Quand M. Renfort parlait tout à l'heure, ça m'a rappelé quelque chose, une petite discussion avec mes filles. D'accord. Quand vous m'avez invité pour cette émission,
j'ai partagé le thème avec eux, avec elle du moins. Et il y a une petite de 10 ans qui me dit, bon, je lui ai posé la question, est-ce que tu es fière d'être béninoise? Elle me dit, moi, je ne suis pas béninoise. Je lui ai dit, ah bon, tu n'es pas béninoise? Elle dit, non, quelle autre n'est pas béninoise? Je lui ai dit, mais tu es béninoise? Elle a dit non, qu'elle préfère être, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire ou bien de la France. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, bon, le Bénin n'est pas développé, il n'y a pas, je ne sais pas, on n'est pas libre de s'exprimer comme on veut, de dire, de faire ce qu'on veut, on est contrôlé, on dit, il faut respecter ci, il faut respecter ça. Je dis, mais donc c'est pourquoi toi, tu n'es pas fière d'être béninoise? Et quelle a été votre réponse? Moi, ça m'a un peu choquée, en fait, parce que je me suis dit, si elle dit qu'elle n'est pas fière d'être béninoise et qu'elle préfère être d'une autre nation, c'est certainement parce qu'elle a vu des choses qui l'ont sidérée de l'autre côté. Mais je me suis dit alors, ça veut dire que nous ne racontons pas suffisamment l'histoire de notre pays à nos enfants pour que ça puisse les amener à être fiers. Ou bien nous, les aînés, nous ne jouons pas suffisamment notre rôle. C'est pour ça que les enfants préfèrent être d'ailleurs. Donc vous pensez un instant que le fait de raconter les prouesses de la nation aux enfants, par exemple en famille, ça pourrait susciter en eux... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est même pas ça pourrait. Ça va susciter en eux, et, comment dire, le sentiment ou bien le patriotisme, la fierté nationale. Parce que, au fait, elle m'a dit ça, mais quand certains artistes béninois passent à la télé, je vois leur réaction, certains. Ils sont contents, ils aiment danser avec, au rythme de chez nous, vous voyez. Mais est-ce que nous valorisons vraiment cette culture? Est-ce que nous valorisons cette culture pour que les enfants aussi puissent en parler aisément, puissent partager aussi ailleurs? Parce que n'oublions pas, les enfants sont sur le net aujourd'hui. Quelles choses les enfants partagent dans le net? Qu'est-ce qu'ils regardent? Mais s'ils sont vraiment fiers, si nous leur racontons vraiment suffisamment l'histoire et ils sont fiers d'appartenir à la nation béninoise, ils pourront aussi partager les prouesses de notre pays, l'histoire, la culture de notre pays. Et ça va renforcer aussi la fierté. Donc là, je vais revenir à votre question. Oui, avant qu'on ne revienne sur l'autre question, vous évoquez quelque chose de fondamental, discuter des questions liées à la nation en famille, mais en tant que parent, est-ce qu'on a suffisamment de temps aujourd'hui pour pouvoir le faire? Ah, c'est la grande question. C'est la grande question parce que, au fait, c'est ce qui nous amène, c'est ce qui fait que nous allons vraiment à la dérive avec nos enfants. Parce que les parents ne sont pas là. Les parents ne sont pas là. Un enfant, avant qu'il ne se lève le matin, le papa est déjà parti. Donc, quand est-ce que l'enfant va apprendre même à dire bonjour à un père? La maman aussi part, quitte la maison, l'enfant est laissé à la domestique et il sait que c'est la domestique, s'il veut, il va dire bonjour. Mais si son papa était là ou sa maman, il sait que quand je me lève le matin, je dois dire bonjour. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas là, nous sommes absents. Nous sommes absents en tant que parents, nous ne sommes pas là. Nous ne jouons pas notre rôle comme cela se doit. Monsieur Ronfort, finalement, on peut se permettre de dire que c'est la famille en décrépitude qui fait que la notion de patriotisme ne se vit plus davantage ou la fierté nationale ne se développe plus. En partie. En partie. En partie. D'accord. En partie parce que la famille est le premier creuset dans lequel l'enfant se construit, l'enfance se construit. La personnalité même de l'être humain se construit. Donc si la famille ne joue plus correctement son rôle, vous convenez avec moi qu'il y a déjà un petit problème qui commence du côté du patriotisme dont on est en train de parler, de l'amour que l'enfant doit vouer à sa nation,
Donc, c'est déjà un début de la perte des valeurs sociétales qui fait l'objet de notre entretien de ce matin. Mais la deuxième partie, on pourrait imputer cette responsabilité à qui en dehors de la famille? En dehors de la famille, reconnaissons que l'État a une grande responsabilité dans cette affaire. Même si on reconnaît que l'État fait ce qu'il doit faire, mais les autres maillons de la société doivent accompagner ce processus. Nous n'allons pas dire l'État pour l'État. L'État, c'est qui? C'est vous et moi. Vous voyez, nous avons aujourd'hui des détenteurs de pouvoir au niveau traditionnel. Nous avons des enseignants, comme l'a dit Mme Aïdon tantôt. Nous avons même des religieux. Nous avons des pasteurs, des prêtres, des imams, même des chefs de couvent, qui, eux tous, dans un ensemble donné, ont d'abord une première mission, l'éducation, la transformation c'est-à-dire comportementale de l'enfant vers de vraies valeurs, bien entendu. Ce n'est pas transformer leur mental pour transformer, mais pour faire de leur personnalité un modèle sociétal devant la société, devant Dieu lui-même. Est-ce que vous aviez un souvenir d'enfance où vos parents vous parlaient des questions liées au patriotisme ou à la fierté nationale? Le souvenir que moi j'ai, c'est que dans la famille où je suis né, les parents ont tout le temps vanté les prouesses de leurs grands-parents, de nos aïeuls, sur le plan du travail. Ah, tes grands-parents, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Hein. Tu regardes l'immeuble là, c'est ton grand-père qui a pu faire ci, qui a pu faire ça. C'est-à-dire des prouesses liées aux réalisations, aux grandes réalisations. Ou bien des prestiges liés, je vais dire, aux vraies valeurs comportementales qu'on affecte volontiers à telle famille. On dit, ah mais, ça dit quand, je peux me permettre de le dire, à comme mes jomesi, dans notre environnement, quand on recherche les vrais gens de valeur, c'est souvent notre collectivité qui est indexée, qui est doigtée. Donc, ou bien au niveau même, au niveau, je vais dire, de nos rites, coutumes, même des musiques traditionnelles aussi parfois, quand on dit pas dans telle famille, quand vous recherchez des vrais chanteurs, des gens qui ont de belles voix, qui font de belles mélodies, qui racontent de belles histoires, c'est vous. Donc, on a vécu ça dans notre enfance. À quel moment nous avons travaillé à perdre cette richesse-là? Nous n'avons pas travaillé à perdre cette richesse. Ah, d'accord. Non, nous n'avons pas travaillé à perdre. Il y a le processus de mondialisation qui a commencé depuis lors, qui habilement a façonné cette dérive-là. Parce que l'école même, que vous et moi, nous avons fréquentée, moi je me rappelais, quand j'étais au cours primaire, lorsqu'on vous entend parler dans votre patois, vous allez prendre du signal. Vous voyez, c'est déjà un début, le coller au cou. C'est déjà un début de la perte de notre identité même. Il faut le dire. L'âme de l'être humain s'exprime même à travers la langue même. Mais on vous interdit de dire un mot dans votre propre langue. Vous n'avez pas vu que l'école a déjà commencé par nous dérouter. Ça, c'est déjà un début. Est-ce que ce n'était pas une façon de permettre aux enfants d'apprendre des langues étrangères? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, vous prenez l'exemple du chinois ou du japonais, mais vous voyez même leur écriture. Vous voyez l'alphabet même chinois ou l'alphabet japonais ou je ne sais pas quoi, ou russe. Est-ce qu'on peut comparer ça à l'alphabet romain auquel nous sommes, dans lequel nous on s'efforce de transcrire nos langues, alors que c'est encore le ABC de l'autre côté qu'on nous force
à exprimer en fond ou en bâtonnou, mais ça ne prend pas vraiment. Vous voyez, donc ce n'est vraiment pas ça. Madame Ayidon, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui faire pour corriger ces différentes imperfections? C'est de petites actions au quotidien. De petites actions. Commençons par la maison. Parce que quand on parle du patriotisme, il faut que je commence d'abord par protéger l'environnement dans lequel je vis. Dans nos maisons, nous avons combien d'arbres? Et quelques arbres ou bien quelques fleurs qui sont plantées, comment les enfants traitent ça? C'est que dans ces petites actions, nous devons amener les enfants à exprimer l'amour qu'ils ont pour leur patrie. Par exemple, en tant que parents, si nous avons des fleurs à la maison, on peut déjà responsabiliser des enfants pour dire ça, c'est ta responsabilité, tu t'occupes de ça. Un jour, tu pourras vanter ça, que c'est grâce à moi que cette fleur demeure, cette plante est là. Aussi, nous devons commencer ou bien continuer. Moi, je suis de la société civile. Exactement. Quel message nous passons dans nos communautés? Est-ce que nous jetons tout le tort sur l'État, alors que chacun a son rôle à jouer? L'État fera ce qu'il peut. Et on a dit tout à l'heure que l'État, c'est vous, c'est moi. Donc nous devons continuer par sensibiliser. Ça et veut dire surtout que la jeunesse. Le travail doit commencer par chaque citoyen. Chaque citoyen. C'est pourquoi je disais que c'est une action au quotidien. Je suis membre de la société civile, je vais dans ma communauté, je dois tout faire pour faire passer le message. Exprimer ou bien expliquer à la population. Parce que pour la population, c'est que quand ça ne va pas, c'est l'État. La population ne trouve pas sa responsabilité dedans. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils attendent que tout vienne de l'État. Moi, je me souviens quand j'étais dans l'hydraulique villageoise et on devait faire des forages pour les populations là où il n'y a pas d'eau. Et on leur demande une petite contribution. Peut-être sur près de 25 millions, on leur demande 250 000. Mais les populations n'aiment pas cotiser pour le faire. Mais dans le même temps, quand ils ont des cérémonies, ils peuvent aller vendre des parcelles pour pouvoir le faire et organiser la cérémonie toute une semaine. Donc on attend que le développement de la communauté soit, je vais dire, qu'on investisse, que ce soit des partenaires extérieurs qui viennent investir. C'est ça. On ne veut rien faire. On ne veut pas s'engager. Mais en tant que membre de la société civile, nous devons sensibiliser la population que votre développement commence par vous-même. Et la nation, là, ça appartient à nous tous. Et chacun a son rôle à jouer. On ne doit pas tout attendre de l'État. Et aussi, à leur tour, sensibiliser leurs enfants. Vous voyez, sur ce que l'enfant doit faire. Parce qu'à des moments donnés, c'est nous-mêmes en tant que parents qui inculquons des choses. Je n'ose pas dire le nom ici aux enfants. Oui. Et quand les enfants vont à l'école, l'enseignant parle, l'enfant est prêt à répliquer parce qu'il sait que ses parents sont derrière. Et c'est souvent les enfants des cadres. C'est ça qui est déplorable. Parce qu'il compte sur ses parents, il compte sur l'argent de ses parents, la position de ses parents. Donc, en tant que cadre, nous avons même une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. On a dit tout à l'heure que les enfants nous imitent. Donc, chaque pas que je pose en tant que parent, je dois penser à mes enfants. Quel message je suis en train de faire passer? Donc, c'est important que chacun prenne conscience de ça et travaille à ça au quotidien, en commençant par chez soi. Oui. Nous sommes en train de traverser une période assez sensible. On l'a si bien dit, c'est la période préparatoire des élections de 2026 dans notre pays. Comment est-ce qu'on peut travailler à vivre la fierté nationale? Comment est-ce qu'on peut donner de la valeur, de la portée au patriotisme pendant ces moments-ci? Oui, je pense que si nous sommes un bon citoyen, la toute première chose que nous avons à faire, c'est de respecter les lois de la République
en la matière, en matière électorale. Parce que les élections, ne l'oublions pas, c'est une réalité que notre pays a hérité de l'extérieur, pour ne pas dire de l'Occident. Et cette réalité est encadrée naturellement par les lois. Donc vous êtes un bon citoyen, vous avez le devoir de respecter simplement les lois de la République en matière électorale pour qu'il y ait véritablement la paix. Madame Caroline Layedon, on est en période préparatoire pour les élections de 2026 dans notre pays. Comment est-ce que nous pouvons, en tant que citoyens, à la suite de ce que vient de partager avec nous M. Damien Renfort, donner davantage du sens au patriotisme et vivre la notion de la fierté nationale? Votre chronique de tout à l'heure en parle déjà beaucoup sur ce qu'on peut faire. En tant que citoyen, non seulement je connais les lois de mon pays, je respecte ces lois, mais je dois participer aux élections en allant aux urnes. Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On échange avec les citoyens. Certains déjà, je ne sais pas, les élections ne sont pas là, mais prennent déjà la décision. Moi, ils n'ont qu'à voter. Comme ça, je suis en train de construire ma nation. C'est ce qui se dit souvent. Souvent. Le verdict est déjà connu. Connu, je ne veux pas voter, mais c'est faux. Mon vote, ça compte. Ça compte beaucoup. Parce que si je laisse les autres choisir pour moi, il ne faut pas qu'après je commence par me plaindre. Chacun doit se dire, ma voix compte. Donc, je dois participer à la construction de ce pays. Donc, chaque citoyen doit déjà, je ne sais pas si des gens ont déjà pris cette décision, ils doivent déjà déconstruire les choses dans leur tête et désormais savoir qu'ils doivent aller voter. Mais quel est l'intérêt qu'ils ont à aller voter? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour eux d'aller voter? Parce que le citoyen se dit souvent, ils se connaissent déjà, ils ont déjà celui qui doit prendre le pouvoir. On n'a pas besoin du verdict des urnes. Mais je dois voter, parce que d'abord c'est un devoir. Si je laisse les autres, si je ne vote pas, c'est que je ne respecte pas la loi. Et quand je ne respecte pas la loi, supposons un instant, on dit le jour de vote, et il y a quelques personnes qui votent. Sur le plan national, le pourcentage, ça sera quoi? Ça va être faible. Est-ce que la démocratie est là, est toujours là? C'est ça. Quelle image sur le plan international? Donc, nous devons savoir que c'est notre responsabilité, nous devons voter. Aussi, si je ne vote pas, je laisse les autres choisir pour moi et je subis. Après, je vais commencer par me plaindre qu'ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que j'ai voté? Est-ce que j'ai choisi le candidat? Je ne sais pas, que je pense être le meilleur pour notre pays. Donc, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Je ne dois pas voir les intérêts. Peut-être on est habitué, maintenant peut-être que c'est un peu mieux. Parce qu'avant, il faut attendre les petits sous de table, les t-shirts, les casquettes et autres. Mais on prend tout ça là. Et après les élections, on continue pas à souffrir. Vous voyez? Donc, j'ai un intérêt, peut-être ce pas sur l'immédiat, sur le champ, mais je dois savoir que c'est ma responsabilité et le développement de mon pays en dépend. Et puisque c'est ma nation, je dois travailler à son développement. Monsieur Damien Renfort, période électorale, obligation d'aller voter. Est-ce que vous partagez l'avis ou on peut rester à la maison? On ne doit pas rester à la maison. Le choix de nos dirigeants nous revient. Donc si vous ne participez pas à ce choix, qui va le faire à votre place? Tout le problème est là. Donc Mme Aïda a déjà répondu aisément à la question que chaque citoyen a pour devoir de participer au choix des dirigeants qui doivent présider aux destinées de sa nation, de sa patrie. On tend progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Un mot de fin? Oui, d'abord je remercie Eden TV pour cette émission. En cette période où la jeunesse est dans l'euphorie,
Dans la fièvre dans la électorale. fièvre électorale, et le peuple même d'ailleurs, tout le peuple. Donc, nous allons inviter expressément les citoyens à garder l'esprit tranquille et à suivre, à respecter, si je veux dire d'abord, les lois de la République et à suivre l'intérêt général, la patrie d'abord, ma patrie d'abord, et non suivre les rumeurs ou les intérêts inavoués de certaines personnes qui forcément n'aiment pas la patrie. Donc nous devons avoir pour le premier vrai souci notre pays, parce que quand ça va éclater, ça dit c'est les plus pauvres ou la grande masse qui paie le prix. Ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. Donc nous devons vraiment garder le calme et respecter les lois de la République. Merci à vous, Monsieur Damien Renfort. Je rappelle que vous êtes consultant en développement local. Madame Caroline, votre mot de fin sur cette émission? Moi, je dirais que nous devons continuer par raconter l'histoire à nos enfants, parce que c'est en racontant l'histoire que nous allons nourrir auprès de nos enfants la fierté nationale, qui est d'ailleurs le moteur même du patriotisme. Parce que si je ne suis pas fière de mon pays, je ne pourrai pas travailler pour le développement de ce pays. Et quand on dit patriotisme, fierté, tout ça contribue à la cohésion sociale. Et c'est vraiment important pendant ces périodes préélectorales, ou bien ces périodes électorales, je dirais. Donc, travaillons à ça, c'est important et c'est le lieu de dire merci à Eden TV pour tout ce que vous faites, parce que nous vous suivons, le bon citoyen. Nous suivons, vous faites beaucoup et merci. C'est nous qui vous remercions, Madame Caroline Ayedon. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile. Avec Monsieur Damien Renfort, tous deux, vous avez accepté de partager ces quelques moments avec nous pour que nous puissions davantage débattre de la thématique patriotisme et fierté nationale. Merci à tous les téléspectateurs qui sont restés à pouvoir nous suivre sur ce plateau. Merci également aux auditeurs de la radio Diaspora FM. On se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.